Bonjour, bienvenue chez Insect. Mettez-vous à l'aise. En tout premier, à qui est destinée cette vidéo? Déjà, à des joueurs de Magic qui connaissent les bases. Vous pouvez jouer, même si vous ne gagnez pas toujours. Je ne crois pas être capable, en une vidéo, de vous apprendre à jouer à Magic. Ensuite, cette vidéo s'adresse aux joueurs qui vont participer à une avant-première, ou tout autre format CE, et plus précisément, celui de la bataille de Zendikar. Comment est-ce que ça va se passer? Avec ces e-boosters, je vais me construire un deck en vous expliquant exactement comment et pourquoi je choisis mes cartes. En premier, je vous invite à faire une pause quand vous le souhaitez pour lire les cartes. Le lien sera dans la description. D'ailleurs, dans un format CE, comme par exemple une avant-première, je vous invite à lire posément vos cartes. Cela vous permettra de vous y mettre en tête. Afin de faciliter la lecture, nous allons trier tout ça. Les rares sont séparés, afin d'expliquer un concept, la rambarde. Dans beaucoup de cas, une rare est plus puissante qu'une autre carte, mais vous n'avez que 6 rares. Si vous comptez juste sur elle, vous risquez de vous planter. Imaginez, votre deck est un pont, et vos rares sont une rambarde. Il est évident que si vous marchez uniquement sur la rambarde, vous allez vous casser la gueule. Il faut marcher sur le pont en s'aidant de la rambarde. Sauf que, en fait, je viens de vous montrer la mauvaise rambarde. En réalité, la puissance d'une carte ne se définit pas par sa rareté. Donc pour estimer une carte, il nous faut une autre échelle. Et en voici le premier barreau, la bombe. Qu'est-ce qu'une bombe? Une bombe, c'est une carte suffisamment puissante pour changer le cours d'une partie, tout simplement. Voyons voir celle qu'on a ici. En premier, 8. 8, c'est une bombe dans le style brute épaisse. Parce que pour 6 mana, vous pouvez avoir une 9-9. Et il suffit de quelques créatures avec ingestion pour pouvoir remplir la condition assez facilement. Pour eux, c'est plus complexe. Ce ne sont pas des bombes si elles arrivent tard dans la partie. Par contre, avant le tour 3, il y a peu de créatures qui peuvent leur faire face. Qu'est-ce qu'ils ont exactement de bien, ces deux-là? 27%. 27%, ce sont les créatures de l'extension qui sont des alliés. Ce qui veut dire que environ le quart de vos créatures interagissent avec eux. Mais bon, si avoir ralliement était suffisant, on mettrait tous ceux avec dans les bombes. Non. Eux, ils vous permettent de passer à l'offensive, tout en restant sur la défensive. Et plus on a d'options, mieux c'est. Pour cette carte, on a la chance de l'avoir en 2 exemplaires. Sa puissance est proportionnelle au nombre d'Eldrazi et Sion que vous pouvez invoquer. Mais, normalement, l'adversaire devra choisir entre sacrifier ses créatures ou subir une phase d'attaque particulièrement douloureuse. Parfois, être une bombe, c'est juste un bon rapport qualité-prix. Pour 4 mana, le Grondeur du Bosquet est une 3-3, piétinement, qui s'augmente tout seul. C'est bien. Ben oui, toutes les rares ne sont pas des bombes, mais oui, c'en est une. Quand il arrive, votre adversaire va devoir faire un choix. Soit poser des terrains pour continuer de poser ses bêtes, soit les garder en main. Et vous? Ben pourquoi choisir? Vous avez une 5-7. La première rambarde est terminée. Maintenant, passons à la seconde. Les removal. C'est-à-dire tout ce qui sert à se débarrasser d'un problème. Généralement, une créature. Ces 3 cartes illustrent la base de tout removal. Détruire une créature qui est trop forte. Eux, ils sont un peu plus spéciaux. Contrecarrer les sorts est assez complexe parce qu'on ne peut le faire que au moment où il est lancé. Mais c'est aussi un des seuls moyens du build d'avoir à disposition des removal. Ça, ce sont 2 removal qui pourraient être semblables au premier, mais ils ont une toute petite différence. Ce sont des rituels. Donc, on ne peut les jouer que pendant son tour. Ça restera. Voici un 4e type de removal. Détruire absolument toutes les créatures sans aucune distinction. Vous pouvez donc détruire les vôtres autant que détruire celles d'adversaires. Enfin, le tout dernier, qui est très cher. Très cher, mais il peut se débarrasser de n'importe quel permanent. Donc, l'un dans l'autre, il est bon. Bon, je vous sens fébrile. Je vous ai dit que je créerais un deck, et là je vous parle de rambarde, de removal, de bombes, bref, pas de deck. En plus, j'ai même pas choisi une couleur. J'ai une raison pour ça. C'est que
une fois qu'on a nos 2 rambardes, on regarde, globalement, les couleurs qu'elles nous conseillent de jouer, puisque c'est là où elles sont les plus nombreuses. Et si on regarde bien, on s'aperçoit que jouer blanc-noir, ça a l'air d'être une bonne idée. Normalement, il faut suivre cet avis. Sauf que je suis pas un bon joueur de blanc. Certes, je pourrais constituer un bon deck, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est de savoir le jouer. C'est comme si vous aviez un pont solide, des rambardes qui tiennent, mais pas de pied. Évidemment, pour marcher, c'est plus dur. Si vous voyez que vous ne savez pas jouer le deck que vous construisez, arrêtez tout de suite. Moi, je me suis décidé pour un deck vert-rouge, avec une petite pointe de noir. Enlevons donc tout ce qui gêne. Pour continuer, occupons-nous des créatures évasives. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des créatures avec un faible coût de mana, qui peuvent infliger des dégâts assez facilement, sans être bloqués. Lui, par exemple, il n'est pas dans mes couleurs, mais c'est exactement ce que devait être une créature évasive. Un faible coût de mana, une capacité d'évasion, ici c'est le vol, une capacité secondaire, ici ingestion, et une faible force. C'est pas important. L'important, c'est qu'il fasse chier l'adversaire. Une créature évasive doit pouvoir infliger facilement des dégâts adversaires. Intuitivement, on se dit en attaquant. Et lui, justement, nous permet de faire sans attaquer. Et la menthe géante, ce n'est pas une créature évasive. Mais, je vous montre quand même, car elle a son importance. Elle permet de bloquer les créatures évasives. Comme par exemple, l'intrus des brumes, que j'ai montré plus tôt. Il y a une chose très importante pour moi limiter. Votre temps aussi est limité. Donc, lorsque vous faites un choix, ne revenez pas dessus. Il vaut mieux faire une erreur plutôt que d'hésiter et de devoir finir son deck en catastrophe. Pour finir ce deck, il nous manque 2 petites notions. La notion d'aggro et la notion d'avantage. L'aggro, c'est tout simplement être agressif. Donc, soit des très grosses créatures, soit des créatures qui permettent de faire du mana et donc de jouer des grosses créatures. L'avantage est une notion un petit peu plus compliquée. C'est une carte qui coûte plus à l'adversaire qu'à vous. Le ratisseur d'esprit, par exemple, si on active sa capacité, l'adversaire perd une carte. Vous perdez une carte aussi, puisque vous jouez une créature, mais comme vous jouez une créature, votre carte est en jeu. Donc, pour s'en débarrasser, l'adversaire devra normalement sacrifier une autre carte. Et donc, il aura perdu 2 cartes, alors que vous une seule. Parlons du noir. Comme je ne veux pas que mon noir soit trop transporté, je me suis limité à 4 cartes. Pourquoi 4? Parce que j'ai décidé d'inclure 2 étangs de sauvage en évolution, une druidesse de la source vie et une poudrière mortuaire. Donc, potentiellement, 4 sources de mana noire. J'ai donc choisi l'agitation de la tombe, qui est une bonne carte d'avantage. Ensuite, le déferlement de Essaim, qui est une carte dont je l'ai déjà parlé. Le repli Veragra, parce que c'est une carte assez polyvalente finalement. Et la carte la plus étrange, c'est le chemin désastreux. Dans un deck multicolore, obtenir 2 mana noirs au tour 3 est extrêmement difficile. Surtout quand, comme moi, on n'inclut qu'une petite pointe de noir. C'est pour ça que j'ai décidé de considérer le chemin désastreux uniquement avec sa capacité d'éveil. Parce que obtenir 2 mana noirs quand on a 7 mana, c'est quand même beaucoup plus réalisable. Pour les cartes rouges, j'ai choisi de retirer 4 cartes. D'abord, le champion du Hundu et la cohorte téméraire, parce que je n'ai pas beaucoup d'alliés, et le champion du Hundu surtout pour ses 2 mana rouges. Ensuite, la pépinière en fusion, parce que j'ai assez peu de cartes incolores, finalement. Pour finir, le bouleversement volcanique est une mauvaise carte, je sais. Ensuite, j'ai choisi de garder le grondeur du bosquet et de retirer 4 cartes vertes. Tombé à pic, car je n'ai pas vu beaucoup de créatures volantes. Les 3 autres ne sont pas vraiment mauvaises, il faut juste faire des choix. Reparlons du spoliateur du Yamog, dont je vous ai vanté les mérites au début des vidéos. En fait, dans ce deck, il est plutôt mauvais. Je n'ai que 2 cartes qui exilent, et lui, il y en a besoin de 2. Donc finalement, pour 6, ce n'est qu'une 5-5. Pour finir, parlons du Yamog. Cette carte, dont la puissance écrase absolument tout.
Absolument? Vous êtes sûr? Non, parce que il faut quand même 10 mana. Regardez bien mon deck. Est-ce que vous pensez vraiment que je peux avoir 10 mana avant que mon adversaire m'éclate la tronche? Non. Les conditions pour avoir 10 mana sont assez difficiles à remplir, et il faut aussi avoir eu un Mogg dans la main. Le dévastateur Eldrazi, lui, ne coûte que 8 mana. Enfin, que. C'est quand même beaucoup plus facile à obtenir. Voilà, le deck est terminé. En moyenne, il vaut mieux un deck de 24 cartes et 16 terrains, mais vu que je joue 3 couleurs, je passe à 23 cartes et 17 terrains. C'est à l'appréciation de chacun. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Au revoir, et que Dark Moon Guy vous protège.